BFM Business et la Tribune présentent le 18-19 d'Edwige Chevrillon. Vous êtes bien dans le 18-19. Mon invité, c'est Jean-Dominique Senard. Il est président du conseil d'administration de Renault et vice-président de l'Institut Montaigne. C'est important ce soir à préciser. Bonsoir Jean-Dominique Senard. Bonsoir. Merci, j'espère que vous mesurez le sens de l'actualité que nous avons ici à BFM Business de vous inviter après le crack, entre guillemets, boursier qu'a connu Stellantis vendredi. Si je vous avais demandé de venir là, c'est que vous publiez un rapport je dirais très important, et en même temps ça demande un tel choc culturel qu'on se demande si vous n'êtes pas en train de rêver à la France de demain sur la responsabilité, l'importance de cette notion-là. Oui. Un plaidoyer pour l'action, c'est un rapport que vous faites avec Jean-Louis Bourlange, qu'on connaît bien ici, ex-président de la Commission des Affaires étrangères pour l'Institut Montaigne. C'est des mots qu'on n'entend plus tellement, mais du reste vous dénoncez notre irresponsabilité, nous en tant que citoyens, mais aussi les responsabilités de l'État. C'est dire s'il y a beaucoup de choses à faire. Moi, j'ai d'abord envie de vous poser une question, puisque vous êtes un grand chef d'entreprise. La responsabilité des patrons, c'est quoi des chefs d'entreprise aujourd'hui, lorsque vous voyez la situation de la France, du budget, c'est quoi votre responsabilité ? Il faudra qu'on parle du rapport, mais la responsabilité est de, je dirais, tenir la barre, dire ce que l'on a à dire, et puis tout faire pour en effet contribuer à un climat de responsabilisation dans le pays. Parce que finalement, ce rapport tout de même, pourquoi ? On ne rêve pas. Je pense que si on le lit attentivement, on s'apercevra qu'il y a des choses extraordinairement pragmatiques dans ce rapport. Oui, ce que j'ai fait. Mais la clé de l'affaire, si vous voulez, c'est de bien comprendre que c'est pour nous, pour Jean-Louis Bourlange, pour l'Institut Montaigne et moi-même en particulier, une absolue nécessité de renverser la table, si je puis me permettre, dans les questions managériales globales dans le pays. Vous savez, il y a 2 ans ou 3 ans, j'ai rendu au gouvernement avec Sophie Thierry un rapport sur l'assise du travail. À l'époque, il est passé un peu inaperçu. La conclusion absolument claire et nette était que le pays ressentait une forme de déficit d'écoute, de respect et de reconnaissance. Et ça sortait par tous les pores de la peau. Tout le monde social qui a contribué à ce rapport le disait, il fallait absolument l'entendre. C'est très important, parce que la reconnaissance, cette espèce de sentiment qui doit absolument contrer l'idée d'une forme de dégradation, de déclin, une forme d'inquiétude sourde que nos contemporains, nos compatriotes ressentent. Il faut absolument arriver à le corriger. Et la reconnaissance passe par la question de la responsabilisation. C'est trop important. Pardonnez-moi, mais c'est exactement pour ça que j'ai commencé en vous disant un peu, en vous interpellant, en disant la responsabilité des patrons, parce qu'il y a un Français, un peu plus d'un Français sur 2, qui travaille dans le privé, dans des entreprises comme Renault ou d'autres, et que donc il y a une vraie responsabilité des dirigeants d'entreprise. Absolument, mais elle est plus large. Les dirigeants d'entreprise ne sont pas seuls au monde. Et cette question qui est concentrée dans le rapport montre bien que le sujet ne porte pas uniquement pour l'entreprise du secteur privé, mais porte aussi sur la fonction publique, sur l'organisation de l'État, parce que c'est un phénomène global. Et on va y venir si vous le voulez bien. Quant au patron, je sais, par expérience, j'ai eu cette chance de vivre cette expérience lourde quand je dirigeais Michelin, c'est de transformer l'entreprise en entreprise non seulement responsabilisée parce qu'elle était naturellement, je dirais, soumise au regard des parties prenantes, et on l'a exprimé avec Nicole Notat dans le fameux rapport qui portait son nom, comme le mien, en 2018, ça ne remonte pas à hier. Et rien n'a changé depuis. Les choses ont progressé. S'il y a une prise de conscience, notamment dans les entreprises, le fait qu'au fond, il fallait savoir donner du sens au travail, que le sens collectif était important, la raison d'être, les entreprises, la mission. Rappelez-vous tout ça. Mais c'est important, parce que c'était le point de départ, au fond, de cette espèce de sentiment que nous devions être responsabilisants. Responsabilisés, oui, vis-à-vis du monde extérieur, vis-à-vis des parties prenantes, et responsabilisants vis-à-vis des salariés de l'entreprise, c'est-à-dire tous les collaborateurs. Et ça, c'est un élément essentiel parce que c'est un changement culturel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'on passe d'un système hiérarchique qui a été un peu la culture française pendant des générations, à un système beaucoup plus horizontal, qui consiste à dire que chacun a droit à une autonomie, mais que cette autonomie est responsabilisée, c'est-à-dire qu'elle est capable de rendre des comptes. C'est simple à dire, c'est long à faire, c'est culturel, oui, mais ça vaut la peine. Parce que quand ça réussit, ça change complètement la donne. Et c'est pour ça qu'en arrivant à rédiger ce rapport sur les assises du travail avec Sophie Thierry, on a eu cette conclusion qui est venue de toute la France, qui consiste à dire qu'il faut absolument changer, absolument bouger et donner plus de respect, plus d'écoute. Oui, mais en quoi vous, quand je dis vous, c'est un vous collectif, pardonnez-moi, Jean-Dominique Senard, mais en quoi vous avez changé des choses depuis ?
Mais écoutez, nous n'avons cessé de prendre la parole. On a un peu de mal à... On a fait notre travail, je crois, pour beaucoup de chefs d'entreprise dans leur entreprise. Ouais. Je peux parler de mon expérience, mais je peux parler d'expérience d'autres entreprises que je connais qui ont fait un énorme travail. Toutes celles qui ont pris ça à cœur, eh bien finalement s'en trouvent beaucoup mieux. Et leurs salariés beaucoup mieux. Cette espèce de respect, de reconnaissance, de responsabilisation, d'autonomie accordée a changé la donne dans toutes les entreprises qui s'y sont mises. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, il faut prendre le sujet beaucoup plus large et comprendre que ça concerne pas seulement le secteur privé, mais que ça concerne beaucoup le secteur public, et en particulier l'organisation du territoire. Voyez-vous, l'histoire de ce rapport, c'est de dire qu'il y a des leviers pour arriver à responsabiliser le pays. Cette espèce de sentiment que les leviers essentiels qui tournent autour de la subsidiarité, c'est un mot qu'on a beaucoup utilisé, mais on l'a souvent... Au niveau européen, donc il a un peu galvaudé. On l'a rarement mis en œuvre. C'est un truc essentiel, parce que ça permet d'ailleurs de se décliner dans différentes strates et secteurs de l'économie. Il y a la question de la transparence, qui est absolument indispensable. La transparence sur les coûts, la transparence sur la connaissance des coûts réels des services publics. Cette question-là, on le fait dans l'entreprise. On fait des rapports annuels. On dit beaucoup de choses sur les entreprises. Tout est transparent. Ce n'est pas forcément le cas partout. Mais écoutez... Et ça, je vais vous dire une chose, c'est une condition essentielle pour commencer à responsabiliser les personnes, les collectifs et notamment les organisations de l'État. Et puis enfin, il y a le dernier point, c'est le dernier levier, qui va vous paraître une évidence, mais c'est celui de la reddition des comptes, comme on dit, qui n'a rien à voir avec une capitulation, c'est simplement d'être responsable de l'autonomie qu'on vous a accordée. Nous, acteurs français, consommateurs... Oui, absolument. Chacun d'entre nous. Mais chacun d'entre nous, à titre individuel, mais en termes collectifs et bien entendu au sens beaucoup plus général. C'est courageux de faire ça, ce n'est pas facile. La reddition des comptes, ça veut dire accepter cette autonomie, agir suivant un cadre qui vous est fixé et rendre compte et d'être capable de dire. C'est sur ce point-là. C'est très lourd. C'est sur ce point-là qu'il y a eu le plus de critiques, parce que vous dites, par exemple, sur les transports, il faut qu'on sache combien coûte vraiment... Alors là, on est dans le domaine de la transparence, si vous voulez. Oui, enfin, entre transparence et aussi reddition. Oui, mais c'est une manière de... Ou sur les coûts réels de santé. Par exemple. Oui. Effectivement. Mais certains disaient, on n'osera plus se faire soigner. Non, c'est pas le sujet. Vous comprenez bien que ce rapport n'est pas du tout une contrainte. On ne recherche pas une contrainte. On cherche simplement à ce que déjà on sache de quoi on parle. On le dit d'ailleurs au niveau même du budget de l'État. Il serait très important, on leur demande que tous les ans, les contribuables français reçoivent un document très simple expliquant par quelle catégorie de contribuables les recettes du budget sont effectuées et quelle est la destination de ces fonds, en particulier par fonction. Est-ce que ça touche l'armement? Est-ce que ça touche le social? Est-ce que ça touche l'économique? Et puis, au fond, qui en est le bénéficiaire? Quelles sont les strates dans le pays qui bénéficient de ce budget? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est les collectivités locales? Et ceci de façon simple, en expliquant ce qui s'est passé d'une année sur l'autre et pourquoi ça s'est passé. Rien que ça... déjà, ça marcherait, on voit bien que c'est compliqué. Ça serait une très belle mesure. Alors, on va prendre des exemples concrets. Pardonnez-moi, c'est que comme vous êtes non pas un homme politique, mais un chef d'entreprise, donc je prends, et qu'on est sur BFM Business, je prends cet exemple-là. Sur la transparence des aides aux entreprises. Est-ce que vous pensez que l'exercice qui a été fait, ça a été très, très controversé au niveau des sénateurs, il y a eu aussi les auditions, les auditions devant toujours le Sénat. Est-ce que pour vous, vous y avez participé, bien sûr. Est-ce que pour vous, c'est des exercices, je dirais que c'était important qu'ils soient faits, parce que ça va complètement, je dirais, un peu dans votre plaidoyer pour l'action, parce que c'est comme ça que tout d'un coup, on découvre qu'on ne sait même plus quelles sont les aides apportées, même Bercy n'a plus la moindre idée de savoir à quoi ça sert. Eh bien, très bien. Est-ce que vous dites qu'il faut faire une croix là-dessus? Vous pouvez généraliser le propos, personne ne voit vraiment clairement de quoi on parle, et du coup, une transparence nécessaire, une vraie comptabilité analytique, tout ça me paraît totalement évident. On le fait dans l'entreprise, pourquoi qu'on ne le ferait pas ailleurs? Et je crois que sur ce point particulier, j'ai aucun problème par rapport à la transparence que nous avons vécue. D'ailleurs, l'entretien s'est trop bien passé avec le Sénat. Sur le montant des aides que vous avez reçues. Et puis surtout, ça relativise le problème, parce que parfois, je dirais, on fait un peu du fantasme par rapport à ce sujet-là. Quand on compare avec le monde extérieur, les autres pays, etc., finalement, vous savez, et je pense que ça avait cette vertu de ramener les choses à leurs proportions qui vont bien. Mais en tous les cas, j'ai aucun problème avec la question de la transparence. Jean-Dominique Sénard, juste, est-ce que vous auriez pu prononcer les mêmes mots que ceux qu'a prononcé Bernard Arnault lorsqu'il dit « la France n'aime pas l'entreprise » ? C'est pas moi qui l'ai dit, je ne dirais pas comme ça. Je pense qu'au fond, les Français aiment beaucoup leur entreprise. Au contraire,
D'ailleurs, on observe que... Oui, mais la France, les politiques. Oui, écoutez, ils sont aussi des personnes qui ont des voisins, qui ont des enfants, qui travaillent dans l'économie. Donc je pense qu'à la fin, les gens individuellement aiment beaucoup leur entreprise. C'est ce qui ressort de tous les sondages que l'on peut faire de l'opinion. Mais collectivement. De toutes les institutions. Alors, c'est ça la question. Après, vous avez la question de savoir, de prendre vraiment en compte le rôle de l'entreprise, savoir que sans les entreprises, pas grand-chose ne peut se faire, que c'est finalement les entreprises qui vont régler le problème à la fois de l'alimentation mondiale, de la technologie, que de tous les progrès que l'on peut imaginer, et que sans l'entreprise, je le redis, il ne se passe pas grand-chose. Ce qu'il faut, c'est tout faire pour les aider, pour aider cette entreprise. Mais est-ce que vous avez été en colère ? Est-ce que vous avez été en colère lorsque vous avez vu ce budget 2026 ? C'est de la colère partagée par de nombreux chefs d'entreprise. Il y a des tribunes tout le temps. Du reste, on ne voit pas forcément votre nom. Mais est-ce que parce que votre mode de communication est différent ou que justement vous ne partagez pas cette colère, vous trouvez qu'elle n'est pas d'à propos, la colère patronale ? On l'entend et il faut comprendre d'où ça vient. À partir du moment où, si vous voulez, nous vivons dans un pays dont on fait le diagnostic depuis des années sur le fait qu'il manque de compétitivité, et qu'en particulier, une des raisons pour laquelle il manque de compétitivité, c'est que l'État s'endette de façon massive et donc les déficits budgétaires sont un poids lourd par rapport à la désindustrialisation du pays. À partir du moment où on vit dans un pays où finalement le diagnostic sur la charge fiscale et sociale des entreprises est fait depuis longtemps mais qu'il ne se passe rien, un budget c'est fait pour corriger les choses, ce budget ne corrige rien. Et je dirais qu'à la limite, le défaut de ce budget, c'est qu'il prolonge une situation d'incertitude dont les entreprises ont évidemment horreur, puisqu'il faut qu'elles travaillent à long terme, et que donc une forme d'incertitude fiscale, une incertitude sur ce que sera l'avenir de la charge salariale, mais c'est fondamental, on ne sait pas. Et ce budget n'a pas donné d'orientation. Si je veux prendre simplement, pour faire large... Est-ce qu'il a trahi les entreprises, les grandes entreprises ? Si je prends pour faire large l'abandon de la réforme des retraites qui avait été votée presque 2 ans avant, pour moi, si vous voulez, c'est envoyer un message redoutable sur la compétitivité du pays à terme. Nous avons besoin absolument de changer et ce budget ne nous l'a pas apporté, au contraire. Donc, on le sait bien en France, un déficit de compétitivité. Ce déficit de compétitivité... Est-ce que vous estimez que vous avez été trahi, Jean-Dominique Sénard, en tant que trahison, puisque de toute façon, il n'y avait pas de promesse. Voilà. Si, la promesse, notamment la taxation sur les grandes entreprises, elle ne devait durer qu'un an. Alors, je sais. Alors, il y a ça, et puis effectivement, le fait qu'il a été prévu de diminuer assez significativement les impôts de production, ça n'a pas été fait. On pourrait multiplier les exemples, je ne veux pas polémiquer ici. Ce que je veux dire, c'est qu'il est temps de prendre le taureau par les cornes et de vraiment se mettre dans une perspective de long terme et surtout de forme de stabilité. Parce qu'il n'y a rien de pire pour les entreprises que de vivre dans cet ensemble-là. Vous comprenez bien que faire des plans à 3 ans aujourd'hui pour les entreprises, en France, c'est tout de même pas facile. Oui, non, c'est même très compliqué. En tous les cas, c'est les témoignages qu'on a ici. Ce rapport, en plus, vous avez donc il y a 3 leviers, vous avez des recommandations, comme vous dites, qui sont assez précises. Est-ce que c'est un programme politique, Jean-Dominique Sénard? On vous a parlé de vous à Bercy, on a parlé de vos affaires étrangères à Matignon. Est-ce que c'est un programme politique ou quoi? Je crois qu'il faut raison garder. Je suis chef d'entreprise, je suis là pour je dirais, présider Renault et de faire en sorte que l'avenir de Renault soit dans un contexte favorable. Je ne suis pas autre chose que ça. Si ça peut participer, par contre, au débat politique, alors là, j'en serais ravi. Parce que c'est bien ça le sujet. Ce rapport vient alimenter un débat. Vous avez évoqué la question des leviers. Il y en a qui sont très pragmatiques, à court terme. On ne rêve pas du tout. Quand on parle, par exemple, de rétablir correctement les missions des différentes strates de l'organisation de l'État, en fixant à chaque niveau, que ce soit l'État, les régions, les départements, les métropoles, etc., la mission exacte qu'elles ont. Quand on dit qu'il faut transférer à ces entités-là la capacité fiscale de réaliser la tâche précise qu'on leur a offerte, au fond, on dit c'est quelque chose qui est parfaitement possible. Ça n'est pas la grande philosophie, c'est très concret et c'est nécessaire. On prétend en particulier qu'il est temps de revenir sur cette espèce de confusion des genres dans laquelle l'organisation de l'État et des territoires fait que plus personne ne sait aujourd'hui qui est responsable de quoi. Et je sais que certains élus me diront que j'exagère peut-être, sauf que la majorité m'ont tout... Non, ça, je suis d'accord avec vous. Oui, mais il fallait changer. Regardez tout ce qui s'est passé au moment où on disait qu'il fallait supprimer des agences. Il y a une espèce de bronca générale en disant... La question des agences, c'est justement très bien.
ce rapport est très pragmatique. Il n'est pas en train de dire qu'il faut tout rayer de la carte. Il est dit la chose suivante. Sur les agences qui sont innombrables en France, il y a, enfin, sur les opérateurs, pour être très précis, il y a 430 opérateurs, il y a 24, je crois, autorités, je dirais, indépendantes. Tout cet ensemble-là doit être mis sous le radar, c'est-à-dire qu'il faut absolument éviter que la dérive à laquelle on a assisté en général, qui consiste à donner l'autonomie à ces organismes, se transforme en autogestion. Le passage de l'autonomie à l'autogestion est en fait ce qui crée problème, parce que du coup, plus personne ne sait qui est responsable. Donc il faut limiter leur capacité dans le temps. Il faut que le Parlement puisse tous les 3 ans vérifier que... Et il faut une règle d'or. J'entends ça quasiment depuis que je suis journaliste. C'est-à-dire si ça ne date pas d'hier. Oui, je sais. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous me demandez ce qu'un chef d'entreprise doit dire dans ce débat, il le dit. Parce que finalement, dans nos entreprises, si on ne le faisait pas, je ne sais même pas si... Vous l'avez remis à Emmanuel Macron, votre rapport ? Oh, sûrement, bien sûr, il est parti hier, je crois. Ouais, vous n'avez pas eu de commentaires ? Pas encore, il a autre chose à faire que simplement de faire ça. Mais ce que je veux dire, non mais c'est important, vous voyez, cette question, c'est qu'il y a des choses très pragmatiques. Quand on parlait de transparence, je évoquais la question de tout simplement de dire aux personnes quel est le coût de la santé, quel est le coût de l'acte de la santé dont il ou d'elle bénéficie. C'est une information importante. Le coût du transport. Le transport gratuit, alors on va faire un exercice. C'est quelque chose de tellement incroyable. Mais enfin, comment peut-on avoir un système où tout le monde a le sentiment que finalement ça ne coûte rien ? Oui. Mais le problème, c'est qu'on a l'impression que ça ne coûte rien. La responsabilisation, ça passe par là. Oui, c'est pour ça que je disais moi en introduction, c'est un choc culturel en fait. Jean-Dominique Sénard, on va parler de transparence, on va quand même parler, puisque vous êtes aussi président de Renault. On va passer de ce qui s'est passé vendredi avec, toujours en perspective, parce qu'il y a bien sûr, il y avait PSA, maintenant Stellantis, et puis il y a Renault. Est-ce que vous avez 2 rendez-vous importants ? Vous avez vous publiez vos résultats le 19 février, et puis surtout, le 10 mars, un plan stratégique. On ne va pas rentrer dans le détail, évidemment. Mais enfin, est-ce que, vous avez été surpris par l'annonce de Stellantis, 22 milliards, je crois que c'est un choc comme jamais on a vu, enfin quasiment jamais. Est-ce que il faut s'attendre, alors évidemment pas dans la même ampleur, parce que vous avez déjà fait ce qu'on appelle des write-off, est-ce que il faut s'attendre aussi à quelque chose de similaire à cause de l'électrique chez Renault ? Alors première question, est-ce que vous avez été surprise par l'ampleur ? Les montants sont importants, c'est évident, c'est clair, l'entreprise Stellantis est très grande, elle est immense, elle est internationale, etc. Donc forcément, les chiffres se retrouvent augmentés de la taille de l'entreprise. Après, de ce point de vue-là, c'est la responsabilité de la gouvernance de Stellantis. De qui ? C'est la responsabilité de qui ? De la gouvernance au sens global, bien entendu. Parce que ceci est complètement, je ne peux pas imaginer autre chose, validé par le conseil de l'entreprise et qui a sa responsabilité à prendre. Et donc, je ne vais certainement pas commenter ça parce que je sais que les choses ne sont jamais simples, que Renault est passé par ce genre d'aventure. Quand j'ai eu la charge de Renault en 2019 et 2020, je sais ce que c'est que d'avoir remis les compteurs là où il fallait parce que c'était absolument nécessaire. Donc, c'est des moments difficiles. J'imagine que c'est nécessaire, sinon Stellantis ne l'aura pas fait. Pour moi, j'ai le recul suffisant de peu d'expérience pour savoir que les choses arrivent comme ça et que dans l'automobile, parfois, c'est assez violent. Voilà. Est-ce que faut est-ce que vous préparez les esprits à ce qu'il se passe quelque chose? Sans doute pas, évidemment, de la même ampleur, parce qu'il y a des questions de taille. Et puis, vous avez déjà, comme vous l'avez dit, vous avez déjà fait ça précédemment. Oui. Est-ce qu'il peut se passer quelque chose, un reset du côté de Renault? Écoutez, encore une fois, je ne peux pas parler des résultats qu'il y a là. Mais ce n'est pas les résultats, c'est autre chose. Mais s'il y avait un reset, vous le verriez tout de suite. Donc la question, encore une fois, je ne peux pas en parler là. Mais Renault est entre de bonnes mains. Renault est bien géré. Renault fonctionne. Et je ne vous cache pas que mon bonheur, après presque 7 ans de présence à la tête de cette entreprise, c'est d'avoir vu ce changement et cette évolution extraordinaire. Nous avons une gouvernance. Enfin, franchement, qui était un peu secouée récemment avec le départ de Luca de Meo, qui lui présente demain ses résultats. Elle a démontré sa force. Oui. Elle a démontré sa force et nous l'avons justement, grâce à cette gouvernance, je crois, géré très sereinement. Donc, pas de mauvaise surprise. Mais écoutez, encore une fois, le Renault est parfement bien géré aujourd'hui et je vous assure que notre directeur général actuel fait exactement ce qui va dans le bon sens. Il n'y a aucun sujet. Donc voilà, pas de souci. Oui.
Est-ce que pour vous, là, si on parle toujours en termes de responsabilité, la responsabilité de tout ça, est-ce que quand même, vous le mettez sur le dos de la Commission européenne qui a fait, je m'en souviens de l'interview que vous m'avez donnée en son temps, ou encore de Carlos Tavares, qui disait, mais attendez, la décision d'arrêter le tout électrique, c'est une décision un peu ubuesque. Est-ce que pour vous, ce qui se passe aujourd'hui, parce que c'est le cas pour Volkswagen, enfin, beaucoup de grands constructeurs européens, la responsabilité, elle est totale du côté de l'Europe? Le temps a passé. On a dit ce qu'on devait à dire au moment où des dispositions étaient prises. Depuis, on est un peu plus entendu, l'industrie automobile. Vous le sentez bien, la Commission européenne a beaucoup travaillé avec l'industrie européenne de l'automobile, parce qu'en fait, les enjeux sont colossaux. Je vous rappelle, 13 millions de salariés, des recherches colossales, des recettes... Ah oui, mais vous voyez dans quel état se trouve l'industrie européenne aujourd'hui? Mais ma chère, parce que justement, nous sommes maintenant devant des échéances très importantes, avec un contexte géopolitique absolument nouveau, une concurrence exacerbée, en particulier venant de la Chine, et que donc, bien entendu, les discussions que nous avons avec la Commission aujourd'hui, on en attend beaucoup. Au fond, si vous voulez, les choses vont dans le bon sens. Ce qui avait été annoncé convenait à Renault dans la mesure où on faisait très attention en particulier aux petits véhicules électriques en Europe. Et pour nous, c'est une dimension majeure pour Renault, mais aussi pour l'Europe. On a aussi abordé la question de la flexibilité sur les contraintes CO2, mais on n'a pas été jusqu'au bout du problème. Donc pour nous, c'est insuffisant. Et donc peut-être que nos discussions doivent continuer parce que je pense que nous n'avons pas été jusqu'au bout. Et si je donne juste un exemple, personne n'a voulu toucher à la flexibilité CO2 sur les camionnettes en Europe. Écoutez, ce sujet-là... Ça, c'est un sujet très important, c'est les véhicules utilitaires. À court terme, les véhicules utilitaires. Chez nous, c'est Master, vous l'avez bien, vous avez le Kangoo, enfin, le trafic. Si en Europe, on ne traite pas cette question-là rapidement, je sais que la difficulté va se répandre à travers tout le continent et qu'il faut se préparer à des moments compliqués. Donc, il faut absolument bouger dans ce domaine. Quand la réponse? Parce que je crois que du côté... Et alors, pour vous, ça serait une amende. Est-ce que vous avez déjà évalué à peu près, au jour d'aujourd'hui, l'amende possible pour Renault? Écoutez, elle était au départ, rappelez-vous, d'entre 15 et 17 milliards pour l'ensemble de l'industrie automobile. Et nous, à l'époque, quand les choses sont nées, ça tournait autour du milliard. Mais sur les véhicules utilitaires, se corrige, et sur les véhicules utilitaires, c'est moins que ça, bien entendu. Oui, 500 millions du côté de Stellantis, pour vous? Ils sont plus importants que nous, voilà. Mais c'est quand même très important. Et ce que je veux dire, c'est que là, typiquement, pourquoi est-ce que des discussions n'ont pas été prises? Pourquoi est-ce que nous sommes le seul continent où nous avons encore une écologie punitive sur ce sujet-là, alors même que notre industrie demande à être, je dirais, soutenue? Il y a quand même un sujet de fond. Donc, en plus, je vous rappelle qu'aucun dispositif de vote n'a encore été enclenché. Donc, ce qu'on a annoncé il y a quelque temps, qui faisait le résultat de mois de discussion, n'est toujours pas voté. Donc, j'espère vraiment que les autorités européennes vont se prendre les choses en main. Élargir les dispositions qu'ils ont prises, il y va de l'enjeu de l'avenir de l'industrie européenne de l'automobile. Est-ce qu'il y a un coup de frein, donc, au vu de tout ce qui vient de se passer là, est-ce qu'il y a du côté de Renault, de votre côté, Jean-Dominique Sénard, puisque c'est vous qui le dirigez, est-ce qu'il y a un coup de frein sur l'électrique, un coup de frein supplémentaire donné à l'électrique? Parce que le rendez-vous, pas forcément là du côté des consommateurs, même si on voit des améliorations. Non, de fait, mais on a pris un pari, vous savez qu'on a pris le pari en partie de la France. Oui. Donc, concentrer sur la France l'ensemble de notre technologie, la valeur ajoutée électrique sur nos usines françaises. Je le souligne parce que c'est tout de même pas évident de faire ce pari. On l'a fait et on le tient. Maintenant, il faut nous aider. On ne peut pas être seul. Il se trouve que les véhicules électriques de Renault se produisent bien, se vendent bien. Vous savez que la R5 aujourd'hui connaît un beau succès. C'est pas la seule. Et nous croyons à l'électrique, il faut être clair. Oui, mais en même temps, il y a eu, pardonnez-moi, mais il y a eu, je m'en souvian, ici, vous avez défendu la création de votre filiale électrique dite Ampère. Oui, maintenant, elle a disparu. Enfin, elle a été construite à l'époque dans une perspective de mise en bourse. Ce sujet est dépassé. Donc, nous faisons une simplification de l'organisation. Avec une filialisation subsiste, parce que c'est très important de pouvoir concentrer l'attention de nos équipes sur le sujet électrique avec toute la technologie, etc. Donc, c'est en soi très intelligent de le faire. En revanche, en termes d'organisation, on le simplifie considérablement afin d'éviter des complexités internes qui sont génératrices de coûts en général. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de changement sur l'idée, il y a simplement dans l'organisation. Donc, il n'y a pas de changement dans l'accélération, au contraire, coup de frein sur l'électrique chez Renault? Non, parce que Renault continue, y croit, mais encore une fois,
il faut qu'on nous aide parce que aujourd'hui, l'excès de normes européennes, parce qu'on pourrait en parler de cette question-là, l'excès de normes, la compétitivité qui reste encore un déficit pour nous en France par rapport au reste des autres pays, on en a parlé tout à l'heure, mais j'y reviens, c'est trop important, ça nous ne pouvons pas tout résoudre nous-mêmes. On peut faire notre travail sur les coûts, on peut aller copier ce qui va bien en Chine et essayer de le rapatrier en France pour faire des choses intelligentes, etc. Et on le fait. Mais la compétitivité de notre industrie en France est encore en jeu. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, je ne reviens pas. Aujourd'hui, notre système social est fondé essentiellement sur le coût du travail. Il va falloir que ça change, il va falloir prendre un peu de courage, expliquer qu'aujourd'hui, il ne faut pas favoriser la consommation par rapport à la production. Mais donc ça veut dire quoi, là, si je vous écoute? Il y aura des plans de départ éventuellement chez Renault? Non, il n'y a pas de plan de départ aujourd'hui prévu, je vous garantis que non. Et la question n'est pas là. La question, c'est d'arriver à réduire les coûts au niveau de la conception des véhicules, du nombre de pièces, des plateformes, etc. Donc c'est technologique, c'est précis. Et puis, évidemment, l'entrée de l'intelligence artificielle dans nos usines avec tout un tas d'éléments qui permettent d'améliorer la productivité. Mais sur le fond, pardonnez-moi, il reste quand même la question de la compétitivité globale de l'économie française à travers son industrie. Cette désindustrialisation n'est pas encore résolue et on sait à peu près pourquoi. Je le redis, il va falloir être courageux et à un moment donné comprendre qu'il faut arrêter de faire porter le poids du système social français sur la production. Il faut redonner du pouvoir d'achat aux salariés en réduisant leurs charges sociales. Il faut redonner de l'attractivité. Il faut une TVA sociale ? J'y viens, redonner de l'attractivité en même temps aux entreprises françaises, vues de l'extérieur, en réduisant les charges sociales patronales. Vous n'imaginez pas l'écart qu'il y a aujourd'hui entre la France, l'Espagne, l'Allemagne. Je ne vous parle pas de la Corée. On ne va pas rentrer dans les chiffres. C'est juste incroyable. Mais tout le monde le sait. Il faut arrêter ça. Quant à la question de la TVA sociale, plus on posait des questions, si vous prenez que c'est le seul moyen pour, j'allais dire, compenser, vous n'y êtes pas. C'est possible. Il faut savoir qu'en Europe, la TVA est singulièrement différente en France que dans le reste de l'Europe, puisque nous sommes plutôt en dessous de la barre européenne, ce qui est quand même un comble. C'est bien le seul endroit où, en question fiscalité, on est en dessous. Mais je pense sincèrement, et je ne suis pas au gouvernement, mais que le vrai sujet, c'est la réduction des coûts de l'État, et que l'on arrivera à compenser cet effet-là par une réduction très significative dans la durée de la charge de l'État et de son fonctionnement. Encore deux questions, Jean-Dominique Sénard, sur votre partenariat très important et qui prend beaucoup d'ampleur avec le chinois Geely, qui a l'air de fonctionner. Vous parlez de la Corée, on voit au Brésil aussi, où le partenariat est encore se développer avec une nouvelle plateforme. Oui. Jusqu'où ça peut aller? Est-ce que ça peut aller jusqu'à la France? Écoutez, aujourd'hui, il n'en est pas question. En France, nous avons notre technologie et on tient à ce qu'on la développe pour faire en sorte que d'être vraiment indépendants. Il y a, de ce point de vue-là, aucune raison que nous... Si ce n'est qu'ils sont très en avance, qu'ils sont en termes de compétitivité... Mais écoutez, on sait faire. Voilà, ne négligez pas, ne sous-estimez pas le talent de nos équipes. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Il faut que vous reveniez visiter nos usines, etc. Vous verrez, on sait faire. La question pour nous, c'est le cadre global. Je ne reviens pas sur le système de la compétitivité française, j'en ai trop parlé. Ouais. Mais on sait faire technologiquement. On sait maintenant dans quelle direction il faut aller, etc. Il faut nous aider. Il ne faut pas nous mettre des bâtons dans les roues. Il faut nous écouter. Il faut diminuer les normes. Est-ce que vous savez que d'ici 2030, nous avons en vue 100 nouvelles normes dans l'automobile? Est-ce que vous croyez une chose pareille? Il y a chez Renault 25% de nos ingénieurs qui travaillent matin jusqu'au soir sur la question des normes. On est le seul continent où on a un tel handicap. 25% de vos ingénieurs. Mais c'est considérable. Donc je vous dis ça parce qu'il faut nous aider un peu. On a besoin d'être entendus. Je crois qu'on commence à l'être, mais ça ne va pas assez vite. Alors, l'accord avec Ford aussi, ça, vous l'avez annoncé sur des petites voitures. Ça, c'est important, c'est quelque chose que vous pouvez porter plus loin. Ça démontre quoi, ça démontre que nous, justement, ce que je viens de vous dire, c'est qu'on sait faire. Si Ford, qui a des sujets en Europe qui les relèvent que d'eux, fait confiance à Renault pour produire 2 véhicules dans l'avenir dans ses propres usines françaises, il faut s'en féliciter. Ça veut dire 2 choses, c'est que d'abord, c'est compétitif pour eux, et puis en même temps que ça fait confiance à la technologie Renault, aux équipes Renault qui savent faire. Et je vous assure que les voitures qui sortent de Douai, de Maubeuge aujourd'hui sont absolument formidables. Et d'ailleurs, Nissan, Mitsubishi nous font confiance, Ford maintenant nous fait confiance. Ça dit long sur la capacité de Renault pour faire tout cela. Donc plus on peut remplir nos usines,
mieux on se porte, mieux on facilitera la compétitivité, mieux on tirera notre épingle du jeu. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire avec les usines de Viry-Châtillon où il y avait Alpine, avec la fabrication du moteur de Formule 1? Donc vous avez, comme moi, vous avez lu les inquiétudes du maire qui dit que ça y est, là on m'a trahi, etc. Expliquez-nous, qu'est-ce qui se passe? On comprend l'émotion, notamment à Viry, parce qu'on est dans un domaine qui est très émotif. Qui est très émotif, parce que c'est la question de la compétition, etc. Je vous le dis, nous avons un dialogue avec les instances syndicales dans les jours qui viennent, là, même cette semaine. Et donc, il faut leur laisser la primeur de cette discussion que nous allons avoir. Je vous dis simplement que nous ne sommes pas dans la perspective de la fermeture de Viry. Nous sommes dans la perspective de son redéploiement. Le monde bouge. Il y a un certain nombre de sujets auxquels il faut savoir s'adapter. C'est bien ce que nous allons faire à Viry. Donc la question est claire. Pour l'instant, laissons le dialogue social s'incliner. Je vous dis, nous ne sommes pas dans la perspective de fermeture de Viry. D'accord. Redéploiement dans la Formule 1, moi qui suis une passionnée de Formule 1. Écoutez, on va tout faire en Formule 1 cette année pour se montrer à la hauteur. Merci beaucoup Jean-Dominique Sénard. Alors très important et à lire parce qu'en plus elle se lit très facilement. Plaidoyer pour l'action, voilà. C'est publié sur le site de l'Institut Montaigne, j'imagine. Ah, bien entendu. Voilà, bien entendu. Et puis alors vous avez des choses qui, en fait, on est tous face à notre responsabilité et qu'aujourd'hui, on est un peu dans l'irresponsabilité. Voilà, c'est le message que vous... le sujet central. Vous y êtes, c'est fondamental pour le pays. Merci beaucoup. On aura certainement l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Jean-Dominique Sénard, d'être venu ici nous expliquer tout ça. Et dans un instant, c'est le débrief avec Justine Vassogne et Mathieu Pechberti. Le 18-19 d'Edwige Chevrillon sur BFM Business.